11h midi sur la première. Question clé. Question clé. Avec Véronique Tiberghien. Et on est 5 en studio aujourd'hui. L'air de rien, ça fait du monde, mais c'est très bien comme ça parce que ça nous donnera l'occasion d'avoir beaucoup de points de vue sur cette question de l'intégration de la notion de la migration via la culture. Alors, Malou Gué du CIRE, Coordination et Initiative pour réfugiés étrangers, vous avez rencontré Patrick Massé, comment et comment avez-vous intégré ce projet, les Inouïs ? Alors c'est Patrick qui nous a rencontrés, donc il est venu un peu nous présenter un peu son idée de base et de dire, vérifier s'il n'était pas complètement fou de se lancer dans cette aventure. D'une part, je pense qu'il est venu chercher quelque part l'expertise du CIRE par rapport à ces fameuses notions, migration, réfugiés, expatriés. C'est complexe, c'est très complexe, donc les chiffres un peu, voir un petit peu la vie quelque part de spécialistes. Et d'autre part, dans notre mission sensibilisation, on a trouvé que c'est un projet qui sortait de l'ordinaire, puisque pour moi, vraiment, le projet très chouette, c'est de se dire, on sort des théâtres classiques, on va dans un camion et cette pièce peut vraiment aller rencontrer monsieur tout le monde dans des marchés, dans des lieux tout à fait publics, dans des événements. Et donc là, vraiment, pouvoir toucher pas un public qui irait directement au théâtre, mais des gens qui passent dans la rue et avoir une sensibilisation un peu des personnes qu'on ne touche pas nous-mêmes. Et vous vous êtes également associé avec Présence et Action culturelle, le PAC, Anne-Lise Sidzik et Pierre Lempereur. Le projet, j'imagine, a dû vous intéresser aussi parce que l'idée, on ne l'a pas encore dit pour le moment, il y a une pièce qui se joue sur une trentaine de minutes. Patrick Massé, on y reviendra, qui se fait effectivement à l'arrière d'un camion. Déjà une mise en ambiance quelque part. Et puis suivi un échange débat avec le public qui est là. Et il fallait donc pouvoir mener ces débats aussi des personnes qui étaient un peu aguerries. Anne-Lise Sidzik, l'échange comme ça, c'est aussi quelque chose d'important pour pouvoir battre en brèche les clichés, les idées qu'on a par rapport à la migration. Oui, bien sûr. C'est en fait, je pense même que c'est tout aussi central que la pièce sans mettre de niveau de valeur pour l'un ou pour l'autre. C'est un des objectifs, je pense, que Patrick avait aussi dès le départ, c'était de participer à la déconstruction de stéréotypes et la reconnaissance de parcours de personnes qui sont quand même en extrême précarité. Et donc, oui, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que chaque citoyen qui participe à cette pièce et au débat se sentent porteurs d'une parole légitime, avec ses craintes, avec ses peurs, avec sa peur de l'autre et avec ce que diffusent aussi comme discours les médias, etc. Et donc chacun, avec sa parole, peut apporter de l'intelligence dans le discours et construire la société de demain et le regard qu'on aura aussi sur ce qu'on dit être une crise et qui en fait va probablement s'installer dans le temps, quoi. Est-ce que ce sont des échanges qui se créent facilement parce que c'est quand même pas non plus un sujet qu'on aime aborder de manière facile ou alors soit on y va de manière très frontale et on dit tout de suite moi j'aime pas ou je comprends pas ce phénomène de migration, où il y a quand même une crainte d'amener des idées ou de pouvoir exprimer ces idées. Je vais commencer, je vais laisser après Pierre compléter. Je pense que globalement les gens sont désireux de parler de la question. La réception est assez bonne en fait, parce que je pense que les gens reçoivent beaucoup d'informations via les médias. Ils sont seuls dans leur salon et face à leur télévision pour recevoir des discours qui sont toujours violents, que ce soit dans la souffrance des personnes ou dans la réciprocité de la pauvreté. C'est quand on oppose les pauvres aux pauvres, voilà, c'est aussi violent. Donc les gens sont globalement assez contents de pouvoir discuter de ça. Après, oui, c'est difficile aussi parce que on oppose des pauvres aux pauvres, parce que la société crée cette tension-là et donc c'est difficile aussi. Pourquoi moi on ne m'aide pas alors qu'on les aide? C'est ça, exactement. Donc voilà. Et après, du coup, c'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu de l'animation et des animateurs. C'est de faire en sorte qu'on dépasse l'opposition pour construire quelque chose, un discours qui soit autre chose et qui mette en avant la complexité de la situation. Pierre Lempereur ? Oui, enfin, je voulais juste dire que c'est vrai que nous, on accompagne la suite du spectacle. On essaie de proposer un espace d'échange, de construire un espace d'échange avec les gens qui dure entre 1 heure et 1h30. C'est des personnes qu'on n'a jamais rencontrées. Parfois, c'est des groupes qui existent déjà, ou parfois, effectivement, c'est des personnes qui viennent
pas par hasard, mais presque. Et c'est avec ces personnes-là qu'on doit construire un échange. Et nous, notre enjeu, c'est de permettre qu'il y ait un conflit, parce qu'il y a des idées qui doivent s'exprimer, qui sont conflictuelles, et qu'elles puissent malgré tout être entendues. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon, de mauvaise pensée. Oui, tout l'art, c'est de pouvoir être libre de dire ce qu'on pense, parce que ça nous travaille, et c'est d'être entendu, et on s'enrichit de l'expression des autres, qui n'est pas la même que la vôtre. Et nous, notre enjeu, c'est de construire cet espace d'échange, et que ça soit en 1h30 possible. Et donc nous, c'est ça que je voulais aussi dire, c'est qu'on n'est pas du tout des experts sur la question. On a juste travaillé sur comment rencontrer ces personnes avec leur émotion à la sortie du spectacle qui est forte, comment gérer parfois des publics différents, des gens qui se connaissent pas et qui ont effectivement tous expérimenté ce qui a été montré dans les médias. Ils ont tous quelque chose à dire. Et comment de là sortir un peu plus intelligents tous, quoi. Dans les avis qui s'expriment justement, est-ce qu'il y a une récurrence dans les craintes, dans les peurs qui sont amenées, ou dans les clichés que vous entendez? Est-ce qu'il y a des choses qui, c'est systématique, on parle de ça? Ouais, il y a plusieurs choses. En fait, bon, on a commencé à organiser ces rencontres quand, on va dire, en juin, et mai-juin. Avril, mai. Ah oui, c'était un peu plus tôt, c'est pas vite. Enfin bref, on a rencontré, je sais pas moi, peut-être 300 personnes. Oui. Donc on peut avoir une idée, mais voilà, dans quelle mesure c'est représentatif, c'est délicat. Mais ce qui revient régulièrement, c'est effectivement l'impuissance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette misère? Est-ce que ça a un sens qu'on fasse quelque chose? Est-ce que la solution n'est pas plutôt politique? Et puis on peut rien faire, c'est le politique. Autre chose, c'est la peur, évidemment. Beaucoup de peur, la peur Annelise évoquait la concurrence entre pauvres, mais quand on rencontre des gens qui sont exclus du chômage, évidemment, ils ont peur qu'on les aide plus, quoi. Qu'on aide d'autres personnes qui viennent d'arriver, que c'est pas juste, alors qu'eux ont déjà un parcours d'exclusion qui est pas facile. C'est aussi une peur qui est liée à l'identité, quoi, quand même. Ça remet en question effectivement qui on est, et ils doivent s'intégrer parce que sinon on peut pas accepter toutes ces différences. Ils doivent accepter nos règles, mais alors la question d'intégration arrive à fond, quoi. Ce qui est intéressant, parce que ça montre à quel point effectivement il y a un décalage aujourd'hui entre ce que l'on peut entendre dans les médias ou les décisions qui sont prises à un certain niveau politique et ce que vivent au jour le jour les gens dans la rue avec leur propre bagage historique, culturel, socio-économique et autres. Et ce décalage, j'imagine que vous le ressentez quand même assez fort, que ce soit lors de ces rencontres ou à travers les actions que vous menez au Ciré, Malouguet par exemple. Oui, tout à fait. Donc, et c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est le débat, c'est de pouvoir effectivement, d'une part, entendre. On a tous des préjugés, on a tous des peurs, on a tous des questions qui se posent sur notre avenir. Et donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir les rencontrer et de pouvoir expliquer, mettre des mots derrière chaque peur et se dire et donner une bonne explication. C'est vrai que les médias ou le politique donnent une partie et informent souvent sous un ton qui est toujours on sait rien faire d'autre, et donc ils viennent quelque part prendre notre pas. Et quand on explique aux gens leurs droits, à quoi ils ont droit, de quelle somme, et qu'on rectifie un peu tous les messages qui sont véhiculés, on est assez étonné de voir l'ouverture des personnes en se disant mais oui, et reposer la question. Donc Patrick a commencé à dire, il était un peu migrant. La migration, elle date pas d'aujourd'hui, elle date de tous les temps. Nous-mêmes, on a migré par le passé parce qu'on a connu aussi un contexte difficile en Belgique. Donc rappeler tout ce contexte-là fait que les gens réfléchissent et se positionnent eux-mêmes en se disant mais oui, tout compte fait, si c'était moi, qu'est-ce que je ferais? On va revenir sur le pitch des Inuits. On dit les Inuits .2 ou les Inuits 2? 2. Les Inuits 2. Et on va revenir sur le pitch de cette pièce de théâtre. Alors, vous dites pas pièce de théâtre, justement, parce que c'est une action, une représentation pluridisciplinaire, pardon. On va revenir là-dessus et expliquer tout ça juste après ceci. 11h midi sur la première. Question clé. Question clé avec Véronique Tiberghien.
On parle des Inouïs 2, qui est un spectacle qui se joue. Alors je rappelle que vous aurez l'occasion évidemment de le découvrir près de chez vous, parce que ce spectacle est non seulement itinérant, il se joue depuis un certain nombre de semaines, mais continuera à se jouer encore un grand nombre de semaines. Et vous aurez l'occasion de le découvrir à Namur, au Fête des Solidarités, le 28. Vous aurez aussi l'occasion de le voir à Verviers le 12 septembre, le 17 à Huy, le 24 à Givet. Et alors, je vois sur le site du Théâtre d'un jour, l'adresse du site Théâtre d'un jour, c'est www.t1j.be, donc Théâtre d'un jour. Vous verrez, par exemple, la notion version semi. C'est semi-remorque, Patrick. Oui, tout à fait. Oui. Alors, parce que c'est ça, la pièce se joue à l'intérieur d'un camion. Alors, le pitch de la pièce, c'est quoi? Tout d'abord, dire qu'il y a deux versions. La version semi, qui se joue depuis effectivement 2-3 mois, et il y aura une version chapiteau qui, elle, débutera en octobre-novembre au Théâtre 140 à Bruxelles. Donc déjà, on a deux versions, c'est-à-dire qu'on a deux versions qui sont déjà particulière, dans le sens où une se joue dans une semi-remorque. Pourquoi une semi-remorque? C'était une volonté, c'est pas que du hasard. Tout d'abord, on fait référence à un projet qui existait il y a quelques années, qui avait été suivi par le PAC aussi, qui s'appelait Dérapage, par la compagnie Arsenic. Donc je connais assez bien toute cette équipe, et donc on a beaucoup parlé de tout ça, et je me disais que c'était intéressant par rapport à ce qui se passe, par exemple, pour ne prendre que cet exemple à Calais, où les réfugiés essayent d'embarquer dans des camions. On mettait les spectateurs en situation. Donc ça, c'était très intéressant pour nous. Et chapiteau, pourquoi? Si on simplifie à outrance aussi, beaucoup de réfugiés, quand ils arrivent quelque part avant l'accueil, pour peu que l'accueil suive, en tout cas, ils passent un temps dans des tentes, ou même dans les centres faits d'asile actuellement, vu qu'il y a quelquefois un manque de place. Donc voilà, c'est déjà une première logique. On essaye de rester dans quelque chose de vrai, très concret, pas entrer dans un théâtre. Pour moi, ça n'engage que moi, et ça ne veut pas dire que des projets qui se font dans des théâtres sont mauvais, loin de là. Il y a de très beaux projets en Belgique et ailleurs, mais je trouve qu'il fallait, pour aborder un tel thème, il faut garder une part de concret, de vrai. Et voilà, c'est notre façon à nous de rester dans un endroit proche du réel. Et pourquoi le SMI? Parce que effectivement, comme on l'a dit, le SMI peut arriver à se déplacer et aller vers des publics qui ne vont pas nécessairement au théâtre, que ce soit des écoles, des villages, des banlieues, etc. On arrive, on a une demi-heure pour s'organiser. Et on a besoin de 2 prises 16 ampères, donc on peut jouer chez n'importe qui. Même voilà. dans le jardin de n'importe qui. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, on peut vraiment toucher des publics un théâtre sans minimiser du tout l'impact des théâtres, loin de là, qu'un théâtre ne pourra pas toucher. Donc on va vraiment chercher des gens et susciter des émotions et des réflexions chez des gens qui viennent d'horizons et de milieux différents. Quand on parle de milieux différents, c'est vraiment des milieux différents. Vous vous cantonnez quand même à des milieux qui n'ont pas accès au théâtre pour des raisons socio-économiques ou socio-démographiques ou autres. Oui, tout à fait. Oui. Sincèrement, je suis très surpris là. Par exemple, notre dernière sortie est à Charleroi. C'était super bien organisé avec le PAC. C'était vraiment très bien. Et autant l'animation que l'accueil, parce que c'est pas facile, c'est pas simple à organiser, je vous assure. Et du coup, on a vu arriver des gens où on se dit, mais sincèrement, on a plaisir à jouer quand on fait un spectacle, quel qu'il soit, normalement. Et là, en plus, moi, je termine le spectacle, j'assiste quelquefois en partie au débat parce qu'on prépare la suivante. Enfin, on joue 3 fois par jour. Et donc, dans la mesure du possible, il y a toujours quelqu'un de l'équipe qui est là, s'il y a des questions, et pour écouter, entendre, parce qu'on profite aussi des débats pour reprendre des idées qu'on intègre ensuite à l'écriture. Donc, c'est en mouvement. C'est un spectacle en mouvement. L'écriture bouge, évolue. Et du coup, dans le jeu, on a des retours, on a des silences incroyables. Et dans le débat, des gens viennent nous parler.
on se dit que ça a du sens de parler de ça et d'avoir fait cette forme-là. Ce qui au départ, j'ai toujours eu un œil interrogateur sur ces formes particulières. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que ça n'a pas plus de sens d'aller voir, je ne sais pas, Ostermayer ou Fabrice Murgia qui débarquent, et je respecte ces deux personnes, hein, c'est pour ça que je les cite, qui débarquent avec des projets forts, avec des équipes compétentes, et on reçoit des claques comme ça. Eh bien, assez étrangement, sans me comparer à ces gens-là, et sans comparer le projet et notre équipe, pas qu'Essiri inclus, à ça, ça a un sens tout à fait étonnant, pertinent et nécessaire. Ça va peut-être paraître très prétentieux, mais maintenant je parle du projet. Vous avez le droit. Oh, soyons un petit peu, allez. Voilà, donc c'est ce que je découvre assez étonnamment. On est surpris de l'intérieur. Et donc la pièce, c'est la confrontation de deux univers et de deux réalités. Oui, on raconte, pour faire simple, on raconte deux histoires en parallèle, celle donc de mes parents qui débarquent au Canada après la guerre et puis qui finissent par revenir au pays, et avec quelques impressions, et parallèlement à ça, un enfant tout à fait inconnu qui fait la traversée de la Méditerranée et qui meurt, avec la résonance de cette mort. Et voilà, on ne compare pas, on pose des questions. La version semi, on n'affirme pas grand-chose, mais on ouvre beaucoup de portes pour, après, dans le débat, pouvoir aborder la thématique de manière aussi large que possible et aussi pertinente que possible. Voilà. Un débat qui permet de s'exprimer, on l'a dit, Anne-Lise Sitzik et Pierre Lempereur, mais au-delà. Est-ce qu'à un moment donné, vous laissez juste les gens s'exprimer, ou vous leur donnez aussi des informations pour éventuellement remettre un peu, entre guillemets, l'église au milieu du village? Pierre Lempereur. Au PAC, on dit la maison du peuple au milieu du village. En fait, d'abord, la première chose, c'est qu'on a envie de rester humble par rapport aux objectifs. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de rencontrer ces personnes à la sortie du spectacle et de faire en sorte qu'il y ait cette rencontre. Et après, la suite, les changements possibles, on avance progressivement. Et donc, vraiment, le plus important pour nous, c'est de trouver des dispositifs d'animation les plus adéquats au temps qui nous est imparti pour qu'il y ait une rencontre réelle. Et donc, notre enjeu, ça a été, au fur et à mesure des représentations, c'est de trouver un dispositif qui soit le plus juste pour que chacun puisse s'exprimer. Parce qu'au départ, on partait sur l'idée que, mettons-nous en cercle et faisons émaner du groupe les questions qui vous travaillent et choisissons ensemble la question sur laquelle on pourrait débattre. Et après, on a quelque part reproduit finalement des logiques qui étaient déjà existantes dans les groupes ou des logiques sociales. C'était ceux qui avaient le plus facile à s'exprimer, qui s'exprimaient, et puis les autres écoutaient, disaient rien. Et donc on a dû avancer dans la création d'un dispositif le plus démocratique possible. Et finalement on est arrivé à Charleroi à expérimenter ça, et c'est pour ça que je pense que c'était aussi riche. C'est qu'on s'est dit, on va utiliser aussi le corps, on va proposer aux gens de bouger dans l'espace. Et donc on a été d'un débat assis à un débat mouvant, où en fait, une fois qu'on a pu déposer un peu ses émotions, parce que c'est quand même prenant le spectacle, alors à ce moment-là, on propose aux gens sur base de questions polémiques, de marquer leur accord ou le désaccord en se mettant dans un espace de la pièce. Et après, certaines personnes qui le souhaitent peuvent dire pourquoi ils sont à gauche ou à droite, pourquoi ils sont d'accord ou pas d'accord. Et alors là, ceux qui ne disent rien disent aussi parce qu'ils sont à droite ou à gauche. Et nous, ça nous permet aussi après d'aller solliciter ces personnes-là. Et donc c'est plus simple pour nous aussi Mais j'imagine que quand vous avez des affirmations, des gens qui affirment certaines choses, vous êtes là aussi pour parfois corriger l'information, parce que vous parliez beaucoup de ce qui était dit dans les médias, etc. Du coup, certaines personnes en retirent certaines informations ou pas, et les livrent telles quelles ou fondent leur pensée là-dessus. Il y a une correction entre guillemets qui est faite avec des chiffres ou des éléments plus fermes ou plus reconnus que vous avez. Il y a des affirmations avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais le groupe en général est en capacité de répondre lui-même. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un se positionne en disant je suis tout à fait d'accord avec une affirmation qui est violente, de notre point de vue qui serait violente. Quelqu'un qui se trouverait en face et qui dit moi je n'ai pas ton point de vue, il va contre-argumenter, et les chiffres ils sortent toujours à un moment donné, mais nous on est animateur, on n'est pas expert, donc on arrive
vraiment, c'est en extrême limite qu'on va sortir un chiffre. Ouais. Mais je pense que ça n'a quasiment jamais été nécessaire en fait, et on ne l'a presque jamais fait. Il n'y a pas de pugilat. Non. Et le truc, c'est ça, c'est qu'il faut faire confiance en fait. Ouais. Il faut faire confiance dans la capacité qu'un groupe a aussi quelque part s'autoréguler, quoi. Et nous, on n'est pas là pour dire non, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Regardez les chiffres, vous dites des conneries, taisez-vous. Non, exprimez-vous, dites-les. Et après, c'est parce que vous l'avez dit que vous allez pouvoir aussi avancer avec ce que les autres vont vous répondre. Et puis après, à la fin, c'est vrai qu'on distribue la brochure du CIRE qui permet aussi de continuer un peu seul. Nous, on amorce quelque chose et les gens continuent. Et puis, il y avait aussi le journal qu'on avait distribué dans les gares. Bienvenue. Le Bienvenu. Là aussi, on distribue ça avec. On va parler de ces prolongations et aussi avec Malou Gué de la coordination et initiative pour réfugiés étrangers, de ce qui se passe aussi dans cette idée de l'intégration de ces notions-là par la culture, un véritable espoir, un outil supplémentaire ou finalement une simple petite goutte d'eau dans l'océan se retrouve après Zazie. 11h midi. Question clé Question clé sur la première. avec Véronique Tiberghien. On parle toujours de ce spectacle Les Inouïs 2 et effacez tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent parce que mes dates ne sont pas les bonnes. Vous avez qui a des dates d'ailleurs? Anne-Lise. Ouais. Alors, donc ce week-end, ce sera samedi et dimanche au Fête des Solidarités à Namur. Ça j'avais juste. Ouais. Alors, ce sera le 4 et le 5 octobre à Spa. Puis on vient à Bruxelles, mais ça c'est la version longue, c'est plus la version semi, c'est du 10 octobre au 10 novembre. 11 octobre, 11 novembre au 140. À Welkenrad le 28 et le 29 novembre. En Wallonie-Picard, donc à Moucron le 21 novembre, à Ath le 23 novembre et à Tournai le 24 novembre. À Bruxelles entre le 10 et le 18 décembre. Et alors on a déjà des dates en mars 2017 à la Louvière. Voilà, donc il y a pas mal encore de choses qui vont se jouer sur encore un très grand nombre de semaines. Donc l'occasion certainement de découvrir ce spectacle Les Inouïs de Malou Gué, comme je le disais. C'est une goutte dans l'océan, ce genre de projet, ou c'est véritablement quelque chose qui peut faire bouger? C'est essentiel, il n'y a rien à faire. La sensibilisation vraiment est très importante, de pouvoir donner une autre image de qui sont ces migrants, de ce qu'ils apportent comme richesse, ce qu'ils apportent comme parcours. C'est de faire réfléchir et nous faire réfléchir à nous-mêmes et à notre avenir. Et donc c'est super important. Non, c'est pas une petite goutte. Et de toute façon, je suis pour les petites gouttes qui font des grandes rivières. Donc non, c'est essentiel et il faut continuer ce travail de sensibilisation pour déconstruire effectivement tout ce qui est véhiculé, soit par le politique, soit par les médias, soit par des images fortes qu'on nous balance au quotidien. Et là, vous travaillez avec des non-migrants. Ici, on est sur un travail d'intégration de cette notion de la migration, mais avec des non-migrants qui l'ont été il y a très longtemps, comme on le disait tout à l'heure. Mais l'intégration et l'idée de travailler sur la culture avec les migrants pour leur permettre, en tout cas, un chemin vers cette intégration dont tout le monde nous parle. Est-ce que c'est une possibilité pour vous, à Présence et Action culturelle, Anne-Lise et Pierre? C'est du concret? On utilise la culture pour l'intégration? On utilise la culture pour accueillir, pour échanger, pour construire ensemble, en tout cas, oui. Alors au PAC, oui, on ne fait pas un travail que de sensibilisation et de déconstruction des préjugés avec les belgo-belges. On essaye de travailler aussi avec des personnes forcément en situation un peu plus précaire et y compris des réfugiés, y compris des primo-arrivants, etc. Donc ce sont en particulier nos écrivains publics qui travaillent. Donc on a un réseau d'écrivains publics qui accompagnent des personnes qui ne sont pas en capacité d'écrire des textes administratifs en général ou répondre à une interpellation administrative et qui après ça essaye de construire avec des groupes des projets plus collectifs. Et donc on est en ce moment, enfin, on a déjà produit avec les écrivains publics plusieurs ouvrages qui visent à mettre en valeur des parcours de réfugiés, justement, montrer l'humanité, les êtres humains qu'il y a derrière les discours qu'on entend, et également du coup de faire se croiser des personnes belges issues de précédentes vagues d'immigration
relations avec des nouveaux réfugiés, quoi. Donc voilà, en septembre par exemple, notre régionale de Wallonie-Picarde fera paraître un livre qui s'appelle Identitaire, TE2RE, où sont mis justement en relation des migrants, des réfugiés de plusieurs générations au sein de leur parcours de vie, quoi. Donc c'est un ouvrage artistique et textuel qui vise à mettre en valeur, voilà, juste l'existence de personnes dans leur précarité. Alors, comme vous en parliez au début, on a un collègue à Charleroi qui travaille sur un projet qui vise à mettre en relation les parcours et l'histoire et les visions subjectives de ce que c'est la guerre et de l'impact de la guerre sur l'existence des réfugiés. Et donc c'est la relation entre notre vision qui est quand même on est très imprégné de l'histoire des deux guerres mondiales. Première guerre mondiale ici en Belgique, la guerre c'est la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Mais aujourd'hui c'est quoi la guerre? C'est plus la même chose. C'est vraiment quelque chose de différent. Et donc c'est travailler à la fois avec des Belges et à la fois avec des personnes qui ont vécu la guerre dans leur pays, qui arrivent en Belgique aussi parce qu'il y a la guerre dans leur pays, de travailler à construire des images communes et une réflexion sur ce que la guerre provoque dans nos déplacements, quoi. Et c'est clair qu'on ne peut plus parler de la même chose que dans ces périodes de Première et Deuxième Grande Guerre mondiale. Aujourd'hui, elles ne sont peut-être plus mondiales, ces guerres, et elles ne s'expriment plus de la même façon. Mais vous avez la gentillesse, Patrick Masset, de me donner un lien sur un reportage qui a été réalisé sur ce bateau, l'Aquarius SOS Méditerranée, qui est l'un de ces bateaux qui aujourd'hui sillonnent la Méditerranée pour essayer de venir en aide et sauver ces migrants qui sont souvent coincés sur des bateaux qui sont soit dans un état lamentable, soit qui n'ont pas eu assez d'essence pour pouvoir le déplacer à travers la Méditerranée, qui en général, s'ils ne meurent pas noyés, meurent avant de faim, de soif, et il faut bien le dire aussi. Et dans ce film, il y avait des témoignages de personnes qui parlaient de la guerre qu'ils vivent chez eux. Et c'est vrai que la manière dont ils le décrivent, la première chose que l'on fait, c'est c'est pas la guerre qu'il y a chez eux, mais eux le vivent comme une véritable guerre au quotidien, avec ses blessés, ses morts, ses injustices et autres. Oui, des tortures, etc. Oui, je ne peux qu'inviter un maximum de personnes et de cinéma à projeter ce film. Les migrants ne savent pas nager, de Marie, Jean-Paul Marie, avec qui je suis en contact, parce que je lui ai demandé pour pouvoir reprendre certains témoignages. C'est, par exemple, je trouve que dans ce reportage, parce qu'il y en a beaucoup, mais dans ce reportage, les questions essentielles sont posées sur la thématique des réfugiés qui arrivent en Europe. Vraiment, on ne peut pas. J'ai voulu, sur notre spectacle dans la SMI, j'ai voulu aborder le même endroit, c'est-à-dire que comment proposer une thématique, enfin un spectacle à des spectateurs, quels qu'ils soient, et pouvoir non pas les faire changer d'avis, ça je pense que ce n'est pas possible. Mais par contre, les sensibiliser à un endroit où il reste une part d'humanité, même chez la pire des personnes, il y en a pas beaucoup, mais je veux dire, imaginons que la pire des personnes entre dans notre SMI ou dans notre chapiteau, je pense qu'il reste une part d'humanité, et là il faut les toucher, il faut les bousculer, il faut les désorienter. Et dans ce film, dans ce documentaire, c'est 54 minutes, les questions sont toutes justes. Il y a par exemple un Sénégalais dit qu'il est parti depuis 7 ans pour faire Sénégal-Europe. Et c'est incroyable. La pire des choses, c'est un livre de Fabrizio Gatti qui s'appelle Bilal. S'il y a qu'un livre à lire, courez, il est en poche, il ne coûte rien. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique et c'est horrible, mais c'est plein d'humanité. Tous les deux sont des grands reporters, tiens, j'ai appris ça dernièrement. Et les Africains, donc les Africains noirs, de couleur noire qui arrivent en Libye, il y a un racisme, par exemple, vous avez vu ça dans moi, j'étais atterré en entendant je pense que, je ne sais plus, c'est un gars de Côte d'Ivoire qui dit que les parents, enfin certaines personnes, certains parents offrent des armes à leurs enfants en Libye. Ces gens sont la plupart de ces gens sont extrêmement racistes, et pour s'entraîner, les enfants tirent sur les noirs, les réfugiés noirs qui attendent de passer en Europe. Et ils arrivent à l'hôpital et on dit comment vous avez été blessé, et certains médecins les achèvent. Mais c'est incroyable. Comment peut-on ne pas être touché, bouleversé par des situations pareilles, en dehors de... Bien sûr, il y a des abus, bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir, mais il y a une souffrance, mais
C'est Celle Ciré qui a publié ça. Ce n'est pas uniquement une crise des réfugiés, c'est aussi et surtout une crise d'humanité. C'est une évidence. Dans le spectacle version longue, je termine. Je dis à un moment donné, je prends la parole et je dis dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la Shoah, l'extermination des Juifs, et on a souvent entendu, on n'était pas au courant. Mais pour les réfugiés, bon, c'est discutable, hein, mais je fais de la provocation. Mais pour cette histoire qui nous concerne actuellement, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Il y a trop d'images. Donc pourquoi en tout cas, les politiques ne réagissent pas? Ça me dépasse. Sincèrement, ça me dépasse. Et s'il n'y a pas d'images, comme par exemple l'exemple de la Libye, il y a des témoignages. Aussi, oui. Et souvent, ils sont assez forts que pour exprimer des réalités inimaginables pour nous, mais qui sont quotidiennes dans certaines parties de ce monde. Et d'où l'intérêt de votre question, juste avant, quel est le rôle de la culture actuellement, pas que pour les réfugiés, mais vu que je fais des clichés, on est bien d'accord, mais vu que les politiques se débinent de plus en plus, en tout cas la culture, mais le citoyen aussi bien sûr, doit prendre ses responsabilités, on a un pouvoir mais colossal, inimaginable, important, essentiel. Il faut non pas sortir et faire des barricades, non, des petites choses, vraiment. On peut bouleverser les gens, on peut transformer la sensibilité et donc le monde quelque part. C'est très très naïf ce que je dis, mais j'y crois très fort. Mais il faut pour ça retrouver une assise d'humanité, de sensibilité, et voir les choses. Comme elles évoluent. Pour ça, le Théâtre National et maintenant avec justement Fabrice Murgia qui prend la direction, j'espère qu'il va poursuivre. Je n'ai aucun doute. Ah oui, mais non, je n'ai aucun doute. Il sort de Liège et voilà, il y a quelque chose qui a été lancé avec Jean-Louis Collinet et beaucoup de jeunes. Et les spectacles sont de qualité avec un vrai ancrage sociétal. Et je ne peux que me réjouir de cette force et de cette urgence. Et il y a on a eu l'occasion de le voir aussi, on aurait pu en inviter d'ailleurs parmi tous ces réfugiés dont on n'a pas toujours le nom ou l'identité. Il y a énormément de gens qui font de la culture, qui sont musiciens, écrivains, qui sont acteurs, comédiens, qui sont des transmetteurs aussi de messages dans leur propre pays et qui aujourd'hui doivent reconstruire cette culture. On a vu quelques concerts de temps en temps en Belgique de ces musiciens-là, pourvu que ça dure et que ça continue. Les Inuits 2, donc, pour avoir les informations, www.t1j. Je vous remercie d'être venus dans cette émission à tous les quatre et je vous souhaite bonne continuation, bien sûr. Et merci à vous d'être à l'écoute. Podcast.